Bienvenue à ceux qui nous rejoindraient maintenant. Re-bienvenue à ceux et celles qui nous suivent depuis ce matin. Donc nous voici réunis pour la première table ronde de la journée, puisque auparavant nous avons eu un grand oral. Un grand oral n'est pas une table ronde. Cette table ronde s'intitule « Se projeter dans un environnement complexe ». Alors pour parler de ça à mes côtés, nous avons Christian Gaulier. Bonjour. Vous êtes économiste. Ça résume même. Ça c'est un fait. Vous dirigez la Toulouse School of Economics. Et ça va, ce que je vais vous dire va sûrement vous passionner tout de suite. Vous êtes l'un des auteurs des 4e et 5e rapports du groupe d'experts intergouvernemental. L'un des milliers de oui, bah quand même, d'auteurs. Quand même, c'est chic. C'est-à-dire, vous avez participé au rapport 2007 et 2013. Votre dernier livre est sorti chez PUF en 2019, enfin un livre grand public, pardon, Le climat après la fin du mois, que vous pouvez aussi retrouver à la librairie. À vos côtés, Dominique Bourg, bonjour. Alors vous êtes philosophe. Vous êtes essayiste, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, que c'est chic. Vous êtes directeur de la revue en ligne La Pensée écologique. Alors cette revue, vous pouvez la retrouver à l'adresse www.lapenséécologique.com. Vous êtes l'auteur d'un nombre incommensurable d'ouvrages, mais en tout cas, les 2 derniers sont Science et Prudence, parus également chez PUF en juin dernier. Et vous avez commis, en très bonne compagnie de Johan Chapoutot, l'excellent tract 44 Gallimard, Chaque geste compte, que je vous conseille de lire. C'est tout court, c'est rapide et c'est brillant. À vos côtés, Louis Baudin, bonjour. Alors, les gens vous connaissent parce que vous passez à la télé, vous. Mais vous ne faites pas que ça, en fait. Vous êtes surtout ingénieur, prévisionniste, météorologue. Vous êtes chef du service météo et prévisionniste, présentateur de la météo à la station de radio RTL depuis 2002. Vous avez également une chronique hebdomadaire sur le nautisme, ainsi qu'une émission sur l'environnement, visiblement ça vous intéresse, intitulée Éléments Terre, pendant les périodes de vacances, m'a-t-on indiqué uniquement, et que vous avez conçu. Depuis 2010, vous faites partie de l'équipe d'Evelyne Delia, et c'est pour ça que votre visage est si connu, sur TF1. Votre dernier livre est paru chez Albin Michel en 2019, et il s'appelle « Nous sommes tous météo-sensibles ». Je rappelle que tous les livres de tous nos intervenants sont à la librairie dans l'espace partenaire. Alors ma première question, elle est pour vous trois, et elle est personnelle. Je voulais que vous me racontiez quel était le chemin, un peu le chemin de vie qui vous a amené jusqu'ici, qui a fait que vous vous êtes intéressé, que vous avez consacré votre vie, je ne sais pas si toute votre vie, en tout cas votre vie professionnelle, aux questions d'environnement, de planète. C'est à vous. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y, Charles-Louis Baudin. Ouais, moi, c'est juste la passion. Merci mes parents. En fait, j'ai eu la chance d'être élevé. Mon père était militaire, donc on a énormément bougé en France. Sur la côte atlantique, du côté de Châtelaillon par exemple, puis sur le bassin d'Arcachon, puis en Provence du côté d'Apt. Et ça a été autant de moments de rencontres avec cette nature, à travers la voile, à travers la forêt, je me souviens de la forêt dans les Landes, à travers voilà, toutes ces émotions que peut procurer cet environnement. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en passion. Ça a été d'abord l'aviation, puis la course au large par exemple, la voile, la mer, c'est un milieu dans lequel je me plonge encore régulièrement. Et puis évidemment, petit à petit, j'ai cherché à avoir une matière qui me permette de revenir à toutes ces passions-là avec une vraie compétence. Et puis comme moi j'avais fait maths sup, maths spé, que je n'étais plutôt pas mauvais en maths, le concours de la météo était quelque chose qui était possible pour moi. Donc j'ai intégré l'École nationale de la météorologie, dont, alors bon, je vais aller vite, mais dont j'ai failli repartir très vite parce que en fait, quand on rentre à la Météo France, on apprend d'abord à s'intégrer dans une administration, alors que moi j'arrivais avec une passion tout feu tout flamme. Je dis voilà, je vais pas rester là, moi. Et puis heureusement, Maillançon, enfin des gens qui à l'époque ont dit mais non, accroche-toi, tu pourras faire des choses. Et puis la preuve, c'est que petit à petit, j'ai réussi à revenir dans ces milieux, de m'occuper de Florence Artaud, de Paul Vatine, dans le milieu de la course au large. Je travaillais avec des pilotes également sur des grandes traversées, puis dans la montagne. Enfin bref, donc je suis un véritable amoureux de la planète, de toutes les émotions qu'elle peut procurer. Et la météorologie, c'est un peu une fenêtre qui s'ouvre vers toutes ces passions-là. Donc voilà comment j'en suis venu. Puis les médias, c'est une conséquence. C'est qu'en fait, quand j'ai fait de la course au large, j'ai été assez médiatisé. Et puis là, les médias se sont dit, dis donc, tu parles pas trop mal, viens avec nous. Donc TF1, Canal, puis maintenant RTL et TF1. Ouais. Voilà. Dominique, parce que vous n'avez pas de micro, vous. Merci. Alors, moi, ça remonte à l'enfance. J'avais un petit ruisseau où j'adorais aller chercher des écrevisses. Et un jour, il est devenu orange. Alors, un de mes frères m'a dit, tu racontes n'importe quoi.
Donc en fait, peut-être que j'ai reconstruit un petit peu ce souvenir. Puis alors, jeune étudiant, j'ai découvert 2 auteurs à l'époque, alors très différents l'un de l'autre, hein. Jean Dorst, avec la version abrégée de Avant que nature meure, La nature dénaturée. Et puis j'étais abonné à une revue un peu qu'on trouvait pas dans les kiosques, qui était la revue qui s'appelait Tout d'abord Survivre. Donc pour attirer le chaland avec ça, c'était pas simple. Au bout d'un moment, elle s'est appelée Survivre et Vivre. Et en fait, c'est la revue qui avait fondé Grothendieck, Médaille Fields, un personnage très particulier, très à part, avec des textes absolument virulents dans cette revue. Puis petit à petit, eh bien j'en ai fait un enjeu professionnel en fait. Hein. Et ça fait 30 ans. Alors moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait un doctorat en économie dans des choses un petit peu abscontes qu'on appelle la théorie de la décision d'incertitude, sujet d'actualité pour cette table ronde. Mais voilà, j'ai développé des recherches au début de ma carrière sur des sujets très mathématisés, très conceptualisés, mais avec toujours une envie de finalement une frustration en me disant mais à quoi je sers, à quoi sert tout ça, et puis je me suis fait complètement inspirer assez rapidement à partir du début des années 90 par des demandes sociales en fait. C'est EDF, on avait un partenariat à Toulouse avec EDF et le patron d'EDF est venu nous voir en disant mais il y a des écologistes là qui nous embêtent avec des histoires de déchets nucléaires, comment est-ce qu'il faut les gérer tout ça, il y a une incertitude à très long terme sur le plutonium là-dedans qui a des demi-vies de millions d'années, comment est-ce qu'un théoricien de la décision on veut réfléchir à ça, et donc de fil en aiguille j'ai travaillé là-dessus et puis je suis tombé dans le trou dans le trou noir du changement climatique, et donc la demande sociale est tellement importante et finalement il y a finalement très peu de sciences sociales qui se sont appliquées en tout cas dans ces années-là sur le sujet du changement climatique que voilà l'offre de réflexion d'économie sur le sujet était tellement réduite que j'ai pas pu m'en sortir et j'y suis encore. Alors, une autre question personnelle, mais je me la posais moi, je pense que tout le monde se la pose en fait ici. Je me demandais sincèrement si être en pleine conscience des risques, des réalités qui vous entourent, ça vous oblige dans vos quotidiens. En gros, est-ce que vous mangez de la viande, est-ce que vous prenez l'avion, Oui, ça nous oblige, mais là on peut lancer déjà le débat. C'est que, en fait, par exemple, prendre l'avion, on peut avoir 2 façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, on pense que voilà, faut arrêter, on prend plus l'avion. Et puis moi, qui suis petit scientifique, moi je crois au contraire au progrès. Et je me dis, et puis ça se vérifie, parce que j'ai la chance de côtoyer tous ces gens-là, l'avion sera propre dans 15 ou 20 ans, ou 25 ans, ou admettons. Bon. J'adore, ça commence. C'est bien, voilà. Peut-être je suis intoxiqué par les gens d'Assaut, de chez Airbus que je rencontre. Mais voilà, donc déjà, voilà, ça ouvre le débat, c'est parfait. Donc moi, je crois à ça, à tort, là où à raison. Hein, il y a des choses dans mon débat, je serais plus affirmatif. C'est une question sincère. Mais c'est juste que, vu l'auditoire, enfin tout le monde, vous êtes tous des gens, des indépendants, des entrepreneurs, etc. Savoir comment on allie ses idées, sa vie. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, au quotidien, c'est faire beaucoup plus attention à son comportement. Moi, je suis un fan de voiture, par exemple. Bon, bah voilà, maintenant je suis en électrique, même si l'électrique n'est pas forcément la solution définitive. Donc là aussi, hein, le débat n'est pas simple. Mais je sais qu'au quotidien, quand je suis en ville, bah voilà, je pollue moins et je contribue un petit peu. Voilà, puis j'ai les moyens de le faire, donc je le fais. Et puis j'entraîne. Mais en même temps, je sais très bien que la voiture électrique, elle est construite dans des conditions où quelque part dans le monde, il n'y a peut-être pas forcément justement la façon la plus vertueuse de fabriquer ou d'aller extraire ces métaux. Donc il faut pas être trop hypocrite et puis en même temps essayer de naviguer dans cette incertitude en essayant de trouver un chemin qui aille un peu dans le bon sens. Voilà ce que j'essaie de faire en tout. Alors peut-être Christian Gaulier puis Dominique Bourg, parce que j'ai vu Christian faire sur le micro. Vas-y, Dominique. Okay. Oui, alors je vais vous donner une petite illustration de ma vie de scientifique. J'habite Toulouse, j'ai une seconde résidence en Nord-Bretagne et on prend la voiture pour aller. Sinon, c'est trop compliqué en train. Il n'y a pas de ligne de métro direct. Et donc, je dis à ma femme en juillet dernier, je lui dis écoute. Ça serait bien si on pouvait rouler à 110 km/h plutôt qu'à 130 pour le climat. Et donc, ouais, ça a été dur. Donc, j'ai pris le volant, finalement. Donc, on a roulé à 110. Et puis cet automne, j'ai écrit 2-3 articles dans la presse sur le sujet. Et j'ai fait des calculs. Et en fait,
En fait, quand on analyse scientifiquement le sujet, la réduction de la vitesse de 130 à 110, l'efficacité énergétique des moteurs est à peine supérieure à 110 qu'à 130. Donc les gains en termes d'économie d'essence et de réduction d'émissions de CO2 est absolument marginal par rapport à la valeur du temps perdu. Et alors là, évidemment, voilà. Attendez, ça va être une table de punchline. Et là, ça va pas vous plaire. Et donc la vraie, et là, c'est le scientifique à nouveau qui parle. La vraie réponse il s'agit de vraiment décarboner nos mobilités, c'est pas en réduisant la vitesse au volant, c'est en utilisant d'autres modes de transport décarbonés, de train, des transports en commun. Je sais pas, moi, j'ai pas le permis. Dominique Bourg. Alors moi j'ai déjà plus de voiture, c'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas devenu économiste. Mais sinon, non, disons c'est un minimum de cohérence, mais en même temps, faut se méfier des fausses radicalités. Par exemple, le plus consommer de viande du tout, c'est autre chose. En consommer beaucoup moins, c'est le climat. Ne plus en consommer du tout, alors on peut être végétarien, plein de raisons d'être, on peut être vegan. Je ne suis pas sûr que ce soit en parfaite cohérence avec une vision écologique des choses. Donc ça, c'est le premier côté. Oui, on essaie tous d'être un peu cohérents. Personne n'est parfaitement cohérent, c'est pas possible. Bon. Mais autre chose, je dirais, c'est l'autre côté affectif de la relation au sujet. Moi, ça fait 30 ans que je suis, en gros, ce sujet de façon assez précise. Et je dois dire que sur un plan émotionnel, ça s'est pas calmé. Là, je m'occupe d'un petit groupe dans le cadre de l'UNESCO sur la question de la chaleur humide. De quoi, pardon ? De la chaleur humide. Si on peut en parler, on en parlera parce que c'est un bel exemple justement de confrontation, si vous voulez, à l'incertitude. Et c'est vrai que chaque fois qu'on s'immerge dans un problème, c'est quand même relativement déprimant, le climat. Hein, voilà. Juste pour réagir un petit peu sur les deux, l'aérien, aujourd'hui, la seule solution pour décarboner l'aérien, c'est pas l'avion électrique, c'est pas l'avion hydrogène, c'est des e-fuels. Donc produire de l'hydrogène avec de l'électrolyse de l'eau, avec de l'électricité verte et combiner avec du CO2. Ça, aujourd'hui, et on pense pas qu'il va y avoir beaucoup de progrès technologiques, on sait faire. Hein, ça coûte très très cher. La tonne de kérosène achetée avec de pétrole des airs saoudiens ou de la Sibérie poutinienne, c'est $700 la tonne de kérosène. Pour remplacer ces $700 de tonne de kérosène en la tonne équivalente de e-fuel, on est à $3 500. Donc on multiplie par... Alors effectivement, la tonne de kérosène émet 3,5 tonnes de CO2, la tonne d'e-fuel il émet 0,3 tonnes. Donc on gagne 3 tonnes de CO2, mais ça coûte on va dire, simplifier les chiffres, $3 000 par tonne de kérosène substitué. $3 000, multiplie par 5 le coût de l'énergie du transport aérien. Donc c'est possible, et il ne faut même pas changer les avions, ils peuvent alternativement utiliser du kérosène ou de l'e-fuel, donc ça ne demande pas d'effort à mes copains d'Airbus à Toulouse. Par contre, ça multiplie par 7 ou par 5, excusez-moi, le coût de l'énergie pour utiliser l'avion. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Quelle est la valeur du transport aérien par rapport à des alternatives autres décarbonées, qui est le TGV ? On n'a pas de ligne TGV à Toulouse, donc c'est compliqué tout ça. Sur la question de est-ce que le coût des transitions écologiques, elle est immense. On a l'impression que le vrai frein pour se projeter dans un environnement complexe et être absolument éthique, écologique, etc., c'est des fortunes. Et est-ce que les pouvoirs publics sont prêts à ça ? Aujourd'hui, s'il fallait faire cette transition, aujourd'hui, avec les technologies disponibles, effectivement, ça va être très cher. On a l'espoir, et c'est un sujet du techno-optimiste de ma gauche et du décroissantiste de mon milieu. Voilà, il y a des tas de verrous technologiques. Je prends l'électricité décarbonée si on veut pas du nucléaire, et bon, il y a un sujet sur le nucléaire sur lequel j'ai pas trop envie de rentrer parce que ça nous mènerait sur la fin de l'après-midi. L'alternative, c'est du renouvelable. Effectivement, le renouvelable, l'électricité renouvelable de l'éolien et du solaire, c'est essentiellement du coût du CAPEX, hein, c'est du coût du capital, parce qu'il n'y a pas d'énergie, l'énergie, c'est le vent, le soleil, hein, ça coûte rien. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de vent et pas de soleil ?
Donc il faut dupliquer nos ressources d'électricité renouvelable par des compléments petites fossiles ou des batteries ou des piles combustibles, de l'hydrogène. On n'a pas de capacité d'augmentation de l'hydroélectricité en France. Donc tout ça, finalement, quand vous intégrez toutes les problématiques de l'intermittence électrique, ça multiplie par 3 ou 4 le coût de production d'électricité, si on le veut, à 100% décarboné. Dominique Bourreau, est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais juste revenir sur ce sujet, parce que pour le coup, là, vraiment bien travailler avec quelqu'un que Christian doit bien connaître, c'est Jean-Paul Boutz, qui est l'ancien patron de la stratégie d'EDF, et on sort un gros livre sur la question de l'énergie. Et si vous voulez, de manière générale, la transition énergétique, ça consiste à substituer de l'électricité, soit direct, soit indirectement avec l'hydrogène à hydrolyse, à nos usages des fossiles. Et donc le goulot d'étranglement là-dedans, il est du côté des convertisseurs et du côté des métaux qui sont dans ces convertisseurs. On estime, si vous voulez, que pour la transition énergétique, on devrait à peu près, dans les 20 ans qui viennent, consommer plus de métaux, donc les extraire avec tout ce que ça implique, plus de métaux que ce qu'on a consommé depuis les débuts de la métallurgie jusqu'à aujourd'hui. Si je prends par exemple le cuivre, qui est pourtant pas un métal rare, le cuivre dans une voiture thermique standard, vous avez 20 kilos, dans une hybride vous en avez 40, vous en avez 80 dans une petite électrique, et si vous prenez une Tesla, vous en avez 280. Vous avez 1,4 milliard de voitures qui circulent, vous les convertissez en électricité, je vous dis pas le problème. En plus, si vous voulez, le problème pour tous ces convertisseurs, par exemple, si vous prenez des panneaux photovoltaïques, on est quand même assez proche d'une industrie de type numérique, avec des pollutions vraiment énormes. Donc, si vous voulez, quand vous regardez tout ça, moi, la seule chose qui me semble, pour entamer le sujet du jour, la moins incertaine, et vous venez de le redire avec la question des carburants pour les avions, on aura moins d'énergie. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas de source propre, si vous voulez, nucléaire, pas nucléaire, etc. C'est même à la limite pas forcément directement le problème. Toutes ces énergies ont un impact environnemental qui est gigantesque. Donc la seule énergie qui soit verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc là, je reviens sur mon sujet de bataille favori, mais ça, me semble-t-il, c'est vraiment important. Voilà. Oui, Baudin, vous voulez réagir à ce qu'ont dit vos amis? Ah oui, je ne suis pas dans ce sens-là, mais pour donner l'historique de ma pensée, j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, de passer plusieurs heures avec Charpak, qui, moi, je parle du nucléaire parce que je pense qu'il faut en parler. Et lui m'a complètement convaincu, évidemment, sachant qu'il réfléchissait à la fin du siècle et il me disait, mais Louis, de toute façon, on passe par une phase intermédiaire qui est assez dangereuse, on l'a vu malheureusement, sauf qu'au bout du bout, c'est la fusion. Et donc, au bout du bout, fin du 21e siècle, les générations qui vont à ce moment-là diront, ouais, on a traversé une période difficile, sauf que là, c'est l'énergie universelle qui arrive. Alors évidemment, on voit bien, tout le parcours est encore compliqué, on avance. Et voilà, c'était lui sa perspective. Donc c'est celle que moi j'accompagne, parce que je pense que ce monsieur avait un savoir qui dépasse largement le mien. Donc je me suis mis dans les pas, et puis je continue à lire, à entendre, et puis des fois on avance, puis quelquefois on fait marche arrière. Puis il y a ce projet ITER qui se passe en France aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'il offre en matière financière, de délai, voilà, qui montre bien que c'est complexe. Mais en même temps, quand on s'inscrit sur quelque chose, sur une projection à long terme de l'évolution de notre civilisation, de notre présence sur cette terre, c'est, d'après ce monsieur-là, en tout cas, c'était une des solutions. Et je ne dis pas que d'ici 50 ans, on n'aura pas trouvé d'autre chose, ou qu'on aura compris qu'il faut faire différemment. Mais en tout cas, là, à la fin du XXe siècle, parce que moi, je les avais il y a une vingtaine d'années avec lui, c'était déjà cette trajectoire-là. Et il me disait, lui, j'espère qu'on ne s'arrêtera pas en chemin. Parce que je suis certain qu'à la fin du XXe siècle, on dira, mais putain, mais pourquoi ceux du début du XXIe ont arrêté de rechercher, de continuer à progresser sur ça? Bon voilà, je mets ça au débat, hein, c'est pas, on est dans l'incertitude, on est dans un espoir, on est dans un pari, avec tout ce qui comporte comme risque. On a vu malheureusement ces accidents qui ont pu se produire. Mais moi en réponse, par exemple en France, on me dit, mais Louis, mais tu vois pas ce que ça coûte, et je dis, mais moi ça me rassure complètement. Parce que moi, je sais que quand on mettra notre père en route, il sera à 99,9999 sûr. Voilà, donc chacun voit les choses. Mais ouais, je suis dans ce camp-là. À tort ou à raison. Vous n'avez pas à vous excuser, tout va bien. Je vais être assez en contradiction, mais vous allez voir avec trois types d'arguments très différents. Mais vous avez entendu tout à l'heure, moi, j'ai
pas pris ni parti pour ni contre le nucléaire. Je dis, c'est pas le sujet. Ah non, vraiment pas. On va parler de projection et incertain. C'est déjà une autre position. Simplement, je vais commencer par une position plus philosophique, si vous voulez. L'idée de la fusion, c'est l'idée d'une énergie surabondante. Donc, quand on voit ce qu'on a fait déjà avec le pétrole, j'en ai pas envie. J'ai peur que ce soit pire encore. Mais ça m'inquiète pas, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, à mes yeux, ça changerait rien. Le problème, c'est pas la source d'énergie, elle est hyper abondante dans l'univers, elle est constante, mais elle est hyper abondante. Non, le problème, ce sont les convertisseurs. Et le goulot d'étranglement, il est sur les convertisseurs, il est sur les métaux liés aux convertisseurs. Et donc, qu'on ait la fusion ou pas, c'est pas un problème. Puis avant la fusion, les amis, l'uranium de 138, c'est 1000 fois les réserves que le 135, et le thorium, c'est 10 000 fois. Donc franchement, il y a de la marge, il y a de la réserve du côté de la fission. Non, je crois que moi, ce qui me semble important, c'est que l'humanité devienne enfin raisonnable et mature. Et qu'elle sache que l'énergie, en fait, c'est la mesure du degré de destructivité qui est le nôtre par rapport au système Terre qui nous accueille. Donc, moi, l'infinité de l'énergie, c'est franchement pas mon fantasme. Ce que j'aimerais, c'est au contraire qu'on devienne sage. Alors, c'est beaucoup demandé, mais voilà, hein, j'appartiens à une vieille corporation qui a toujours fantasmé que l'humanité allait un jour devenir sage. Alors, ça fait 25 siècles de déception, mais enfin bon. Et donc là, c'est pour moi le vrai enjeu. Il est celui-là, et le respect du vivant, et notamment des autres espèces. Vous vouliez réagir ? Oui, c'est quoi être sage en fait? C'est une question assez fondamentale. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le sens des responsabilités envers les générations futures? C'est le sujet. C'est quoi la prudence face aux incertitudes, aux complexités qui pèsent sur nos épaules et en particulier sur l'humanité, sur cette planète dans les décennies et les siècles à venir? C'est quoi être sage en fait? Je pense que c'est une question assez fondamentale. Pratiquement, on fait comment, quoi? Moi, je suis pas mal impliqué dans les recommandations à faire que je fais au gouvernement en France, dans le monde anglo-saxon, sur comment pratiquement on aide à la décision publique sur 36 000 choses, la ligne TGV Paris-Toulouse, par exemple, l'enfouissement des déchets nucléaires à 25 milliards CGO à Bure en Ardennes. Comment on prend en compte ces extraordinaires incertitudes auxquelles nous sommes confrontés? Je ne sais pas qui du climato-sceptique ou du techno-optimiste a raison. Je sais que la vérité sera sans doute quelque part entre les deux, et on peut aujourd'hui reconnaître ces incertitudes et agir sagement, précautionneusement, face, qu'on a tous les deux écrit des choses sur les principes de précaution, face à ces incertitudes. Et ça demande un sens de la rationalité. C'est quoi être rationnel? C'est quoi être sage face aux incertitudes? Et là, je ne vais pas me rentrer plus dans ce sujet. Parce que ma question suivante, elle n'est pas très loin de ça. Vous avez tous les trois un peu des mots-clés qui vous caractérisent. Louis Baudin, je pense que c'est la prévision. C'est un mot que vous employez tous les jours. Vous, c'est le risque, clairement. Et vous, la prudence, peut-être, qui était le titre de votre dernier livre. Je voulais savoir si ces trois notions qui finalement s'opposent ou se rejoignent. Et ça rejoint exactement ce que vous venez de dire sur, en fait, comment on fait pour être sage, finalement. Donc, risque, prudence et prévision. Oui, moi, la météorologie, si on prend un peu de recul, elle m'a appris ça. Je prends toujours ces exemples-là dans l'histoire de la météorologie. L'appel de l'abbé Pierre en 1954, il est intéressant parce que c'est dans une année où on est en pleine reconstruction, on est dans l'après-guerre. Et en fait, il vient frapper dans une radio et dire il y a encore des Français qui meurent de froid et de faim en France. À l'époque, on se reconstruit. On ne sait pas, 1954. Et suite à ça, il y a une solidarité incroyable. Enfin, il a été obligé de réquisitionner des hôtels tellement la génération à ce moment-là était vexée de voir, c'est pas possible, pas des Français. Si, encore des Français qui meurent de froid dans un hiver rigoureux. Et de cet hiver rigoureux, on a eu cette loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. On ne peut pas exclure une personne de son domicile pendant la période hivernale. Et puis il y a eu 2003 avec cette canicule, où moi, grosse erreur, je fais des bulletins météo, je les présentais, je suis content, il va faire beau, il va faire chaud. J'avais juste oublié que les personnes les plus fragiles pouvaient en mourir, pouvaient en souffrir.
Et boum, la météo nous rappelle à notre sens de la civilisation, de l'humanisme et autres. Et le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il a ce rôle-là, il dit, hé, l'humanité, là, vous êtes en train de faire n'importe quoi sur cette planète. Je ne sais pas si c'est plus 2, plus 3, plus 4 degrés, peu importe. Aujourd'hui, c'est une alerte, ça doit nous obliger effectivement, collectivement, parce qu'en plus, on est tous solidaires. Ce qu'on fait en France, si on est tout seul à le faire, ça ne changera rien, ni chez nous, ni chez les autres. Donc c'est bien ce collectif-là. Et la méthode nous rappelle ça en permanence. Donc il y a cette prévision avec toute cette incertitude, et en même temps, elle nous rappelle en permanence à ce devoir de sagesse, ce devoir de civilisation qui nous oblige par rapport à la biodiversité, parce que ça, on en fait partie. Hein. Si on la supprime, on supprime aussi. Ça, faut pas qu'on l'oublie. On est dans cette chaîne de vie. On a le droit d'être là. On n'a pas à s'excuser d'être là, mais on a aussi cette responsabilité, entre guillemets, par rapport aux autres. Et je trouve que moi, c'est ce que ça m'apprend aujourd'hui. Ça nous oblige, ça nous demande de prendre ce recul-là, et puis, enfin, d'agir en citoyen du monde. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de frontières. Pensez la biodiversité, pensez la pollution, pensez la météorologie. Nous, on apprend ça à l'école de la météo. Pour faire une bonne prévision ici, il faut que je connaisse le temps à New York, à Moscou, à Londres. Sinon, je ne peux pas le faire. Donc, c'est travailler sans frontières. Donc, c'est une autre dimension. Le chemin est long, mais c'est par là qu'on en sortira. Ouais. Moi, je propose un petit pas de côté en reprenant, si vous voulez, ma casquette de philosophe. Et alors là, il n'y a aucune contradiction, je suis tout à fait d'accord avec ce que mon voisin vient de dire. Mais sur la question, si vous voulez, certitude, incertitude. Déjà, premièrement, l'incertitude, en un certain sens, c'est pas le contraire de la certitude. Ce que je veux dire par là, les deux sont absolument pas symétriques. La certitude, les amis, vous en avez peut-être, mais moi, je vous le dis tout de suite, je n'en ai aucune. La certitude, c'est Dieu. Mais franchement, c'est pas tellement les êtres humains. Alors, le premier à s'être dit ça, c'était Descartes, avec sa théorie de la création des vérités éternelles. Effectivement, 2 et 2 font 4. Ben, pas forcément. Peut-être que Dieu aurait pu faire autrement. C'est la grande question de la différence entre l'entendement divin et l'entendement humain. Galilée pensait que là où les hommes savaient, ils savaient aussi fermement que Dieu. Et puis tout ça, ça va nous amener quand même une certaine arrogance occidentale. On a été quand même extrêmement arrogants. On a méprisé les autres. On a pensé qu'on incarnait, nous, le fait suprême de l'humanité et que les autres n'étaient humains que pour autant qu'ils allaient nous rejoindre. Dans le genre, on a quand même fait très fort. Et puis, vous allez trouver ça avec, sur un plan mathématique, le grand programme d'Hilbert. C'est-à-dire que finalement, oui, on peut ramener toutes les connaissances à de simples algorithmes. Et puis celui qui va ficher tout ça par terre, c'est le fameux Gödel. Hein. Et effectivement, oui, si je prends le système de l'arithmétique, alors complète, il peut engendrer des propositions dont je ne pourrai jamais déterminer si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Ça veut quand même dire qu'on ne sait pas exactement ce que c'est qu'un nombre entier. Ça va quand même assez loin. Et donc, et là, évidemment, patatras, tout ce système-là, toute cette espèce de fantasme occidental a commencé à voler en éclats. Alors c'est ça la prudence, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, l'incertitude, le problème, c'est que c'est pas quelque chose qui est à côté de nos connaissances. C'est quelque chose qui affecte nos connaissances. Un jour, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la question de chaleur humide. Pour vous donner un exemple très très précis, je vous rappelle ce que c'est. Hein, la chaleur elle-même, elle va complètement changer la distribution des populations sur Terre, hein, tout simplement parce que là où vous avez le plus d'habitants, c'est tout simplement parce qu'on est au fait de la chaîne trophique. C'est là où il y a plus d'herbes, si j'ose dire. C'est là où la production primaire est la plus intense. C'est là où vous êtes entre 24 et 27 degrés. 28 degrés, la population chute. 29, 30 degrés, il n'y a plus d'êtres humains, les formes de vie sont très différentes. Donc si vous avez un réchauffement de 2 degrés, vous décalez tout ça vers la droite, donc vers les zones où l'habitabilité chute. À ça, vous ajoutez la question de la chaleur humide. Je vous explique très rapidement ce que c'est. Nous sommes des machines thermodynamiques, on doit avoir une température constante de 37 degrés. Alors on se rafraîchit un peu par la respiration, par la convection, les bras, les jambes. Bon, si vous mettez les fesses dans l'eau froide, ça fait un certain effet, ça c'est la conduction. Puis quand vous atteignez les 30 degrés, l'essentiel du mécanisme qui nous permet de nous rafraîchir, c'est effectivement l'évaporation de notre transpiration. On fait comme les arbres, on évapotranspire. Et vous le savez, quand vous avez un air saturé d'humidité à partir de 70%, là, évidemment, ce mécanisme marche mal. Là, votre sueur, elle ne va plus s'évaporer. Elle va, si vous voulez, perler sur votre peau. Et donc là, ça commence à devenir problématique. Parce que si vous devez faire des efforts physiques, effectivement, votre température va monter. Hein, elle va atteindre les 41 degrés. Alors un marathonien, à la fin, il est à 41 degrés. Hein, mais il s'arrête.
S'il fait le deuxième marathon, il est mort. Et les morts sur les chantiers de la Coupe du Monde du Qatar, c'est ça, c'est la question de la chaleur humide. Alors maintenant, comment je me débrouille avec ça? Je suis au Qatar, vous avez 2 mois de chaleur humide. Mais évidemment, tout ça, c'est avec, passez-moi la grossièreté, mais c'est avec une pétée de carbone quand même. Hein. Et puis ça va parce qu'ils peuvent avoir leur nourriture ailleurs, etc. Maintenant, si vous voulez, entre 2040 et 2041, 2060, chapitre 12, groupe 1 du GIEC, vous avez entre 40 et 250 jours, alors en variant selon les territoires, si vous voulez, de toute cette zone-là. Qu'est-ce que ça donne en termes d'habitabilité de la Terre? Mais c'est énorme. Et c'est dans 30 ans. Vous imaginez. Donc, vous voyez, et là, bah, évidemment, il y a une incertitude fondamentale, et cette incertitude, elle est inséparable de ma connaissance. Et puis là, du coup, l'arrogance, ça devient plus difficile. Qu'est-ce que je fais face à ça? Donc, voilà, c'est pourquoi, pour ma part, si vous voulez, effectivement, la posture de fond, c'est la prudence, et par rapport à la connaissance scientifique, c'est ce qu'on appelle la précaution, mais ça, on connaît très bien ça tous les deux. Mais ça me semble vraiment fondamental dans la passe dans laquelle l'humanité s'est enferrée. Alors, merci. Sur le risque. Risque, information, prévision et précaution, prudence. Bon, d'abord, un mythe, c'est pas en donnant plus d'informations, par la prévision, qu'on va résoudre le problème. Une personne parfaitement informée sur les conséquences de ces émissions de CO2 sur l'avenir de l'être humain sur Terre ne va pas nécessairement se dire aujourd'hui j'ai une responsabilité, je vais plus manger de viande, je vais prendre mon vélo pour aller au bureau et je vais mettre une pompe à chaleur en substitution de ma chaudière au fioul. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est là où la prudence, la précaution intervient. C'est que la question fondamentale aujourd'hui auquel on est confronté, c'est comment réorganiser notre démocratie, qui est une dictature du présent, hein, quand même, des générations futures, elles ne votent pas. Et notre économie de marché, ou notre capitalisme, ou notre libéralisme, la liberté, c'est quand même une valeur fondamentale de notre vivre ensemble. Comment on modifie les règles du jeu pour faire en sorte que nous soyons collectivement capables d'affronter nos responsabilités envers les générations futures dans un environnement où l'être humain, il est avant tout, et c'est là où les économistes, c'est un petit peu la science lugubre, c'est rappeler que l'être humain, il n'est pas naturellement incité à tenir compte des conséquences de son comportement sur autrui. Et dans la tribune que je vous recommande de Dominique Bourg ce matin dans Le Monde, où le cœur du sujet, c'est il faut responsabiliser des politiciens qui doivent prendre des décisions urgentes pour changer le monde. C'est compliqué pour un politicien, pour un président de la République, pour un gouvernement, de prendre des décisions qui imposent du sang, des larmes, de la sueur, des sacrifices aux générations actuelles pour des bénéfices qui, alors dans 30 ans, oui, mais en moyenne, hein, c'est quand vous réduisez d'une tonne vos émissions de CO2, la durée moyenne du dommage que vous avez évité, il est de 80-100 ans. La moitié la moitié des molécules de CO2 que vous émettez aujourd'hui dans l'atmosphère seront encore dans cette atmosphère dans un siècle et au-delà. Donc on a un problème qu'on appelle la tragédie des horizons. C'est-à-dire que même si on arrêtait tout de suite les émissions de CO2 aujourd'hui, les effets de cet effort extraordinaire ne se feraient sentir que dans 30 ans. La tragédie des horizons, ça c'est un terme. Je vais vous poser des questions, pour le coup, à chacun différentes. Peut-être qu'on va commencer par vous, Louis Baudin. Je me demandais, vous êtes évidemment, vous y connaissez sérieusement en question de niveau d'eau, de sécheresse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et expliquer à notre auditoire en quoi c'est les conséquences en fait des limites de la ressource en eau et les sécheresses qui nous arrivent, comment ça interfère avec la capacité qu'ont les humains à se projeter, à entreprendre? Est-ce qu'on a conscience quand on habite au bord d'un lac que ça ne va pas être pareil? Oui, alors là, il y a deux choses à considérer. Alors, dans ma matière, dans la prévision météo, qui est le déterminisme, c'est-à-dire que la prévision, il va faire beau, il va faire chaud, il va pleuvoir, hein, qui là est très limitée. On parlait d'incertitude, et c'est une semaine. C'est-à-dire que moi, dans 10 jours, le temps qu'il fera ici, j'en sais rien. Et encore moins 15 jours et 3 semaines et un mois.
Donc ça, voilà, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir avec finalement quelque chose qui est très limité, qui est très frustrant. Voilà. Là, on fait des projections. Moi, là, pour le coup, je n'en sais rien. On dit l'été prochain, on sait déjà qu'il sera sec. J'en sais rien. Là, on ne sait pas. Et celui qui dit le contraire, c'est pas mal ça. Ça veut dire que peut-être ça n'arrivera pas. On peut espérer peut-être ça n'arrivera pas. Ça j'en sais rien. Je ne peux pas dire plus que ça. Si je veux rester honnête par rapport à la matière et ce que j'en connais en essayant de garder cet esprit critique, c'est ça. Et puis ensuite, il y a le deuxième état. Donc par rapport à cet état-là, évidemment, il va falloir qu'on apprenne à s'adapter. Donc effectivement, c'est comment est-ce qu'on réagit quand il y a moins d'eau. En ce moment, c'est moins d'eau. Et puis dans 2 ou 3 ans, ça sera quand il y aura trop d'eau. Moi, j'ai eu à gérer la Seine. J'étais en conflit d'ailleurs avec... bon, voilà, bref. Est-ce que ça va déborder, pas déborder? Donc nous, notre rôle, il va être d'atténuer concrètement pour qu'on gère bien les excès dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est le contraire. Et puis, il y a la deuxième étape, qui est là, les projections du GIEC, avec ces éventualités, parce que là aussi, quand on lit précisément le GIEC, il y a probabilité forte, probabilité, il y a plusieurs niveaux, mais moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, peu importe, ça veut dire qu'on sait simplement que là, on a un enjeu, qu'il n'y a pas de question à se poser, on y va. Avec des nuances, on peut en discuter, ça c'est... Mais de toute façon, voilà, et là, il faut qu'effectivement on apprenne à avoir une gestion de l'eau qui soit beaucoup plus intelligente, plus performante, qui soit dans la sobriété, qui soit dans ce qu'on sait faire dans plein d'autres parties du monde d'ailleurs. Il suffit d'appliquer cette méthode-là en Israël ou dans d'autres parties africaines où là on a bien compris que l'eau c'était un bien précieux et on le faisait, on a su s'adapter et on arrive à vivre à peu près correctement. Donc voilà, il y a les deux dimensions et ça c'est important et je pense que si on intègre ça intelligemment, avec beaucoup de sagesse, avec justement là tout le recul, on va y arriver. Dans un pays comme la France, on ne va pas être le Sahel tout de suite. Donc on a encore un peu de temps pour le faire. Et puis, très feel good cette table finalement. C'est pas si ou en revanche, je suis certain, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse avec la bonne base. C'est-à-dire qu'effectivement, ces projections inutiles, bon, l'été prochain, non, j'en sais rien. Mais que ça ne nous empêche pas de réfléchir et qu'effectivement, tiens, ça nous pose le problème de l'eau et arrêtons parce qu'il y a eu profusion, ou on a cru qu'il y avait profusion en France, on a fait un peu, pas n'importe quoi, mais en tout cas, c'était même pas un sujet. Donc voilà, là, ça devient un sujet. Donc j'espère qu'on va être efficace. Et puis moi, je vais même plus loin. Je me dis que même si, voilà, on retrouve des niveaux d'eau, et cette eau qu'on pourra avoir en excès pourra servir aux autres. Parce qu'il faut maintenant penser collectif. Moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc oui, on donnait à nos amis espagnols, italiens, voire en Afrique. En tout cas, on a aussi cette responsabilité-là. Dominique Bourg, et ça va être assez relié. Je voulais vous demander, un peu, je ne sais pas, si la crise climatique est forcément une crise démocratique. Ça, c'est l'enjeu majeur, et on le partage tous les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, la démocratie, c'est une richesse et une valeur en soi. Et la démocratie, si on va la définir de façon un peu courte, c'est le régime qui n'écrase pas la diversité des opinions et des sensibilités et qui, au contraire, quand elles ont trait à l'organisation de la cité, aux questions de pouvoir, les organise de façon polaire pour proposer aux citoyens un choix. Même si je la définis qu'ainsi, de façon assez sommaire, il ne vous a pas échappé qu'elle ne va pas bien. Déjà, le nombre de pays qui sont passés d'autoritaire à totalitaire et pas les moins puissants, et pas très loin de chez nous, ils ont une tendance fâcheuse à se multiplier. Et puis, je ne suis pas du tout sûr qu'un pays comme le nôtre ne connaisse pas déjà un peu une dérive quasiment presque illibérale par certains côtés. Et donc, la démocratie, c'est un bien effectivement très précieux, c'est un bien en soi, c'est une valeur, on doit y tenir comme à la prunelle de ses yeux. Et effectivement, Christian l'a rappelé tout à l'heure, sa compatibilité avec sa préférence qu'elle donne au présent, elle facilite pas la décision en matière écologique. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut bien se dire, les amis, que si vous pensez que les dictatures vont mieux s'en tirer, là, à mon avis, vous êtes dans l'illusion. Si vous voulez, un dictateur, c'est quand même jamais quelqu'un qui se fait repérer pour son humanité
et son sens de la justice. Donc effectivement, une dictature, c'est excellent pour gérer la pénurie, pour réserver le peu qui reste à quelques-uns. Si vous voulez, la dictature écologique type, c'est Soleil Vert. Hein, c'est ce film des années 70 où les gens ne le savaient pas, mais ils se mangeaient eux-mêmes. Bon, donc franchement, c'est pas ce vers quoi il faut regarder. Hein, encore une fois, il faut vraiment complètement sauver la question de la démocratie. Mais effectivement, il faut introduire le long terme dans la question de la démocratie. C'est pas simple, les amis. Hein. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Finalement, le résultat de ces réflexions, voilà. Bon, j'ai pas la clé. Hein. Personne, si vous voulez, n'a la clé. Mais en tout cas, la première chose, si vous voulez, avec laquelle il faut vraiment sur laquelle il faut s'accrocher, il faut s'en persuader, c'est un bien en soi. Et quelles que soient les difficultés, il ne faut pas s'éloigner de ce bien. C'est déjà pas mal. Si on est déjà tous convaincus de ça, c'est un bon début. Ce serait bien. Alors, merci. Pour vous, Christian Gaulier, je voulais vous demander, vous avez participé donc, à plusieurs rapports du GIEC. Moi, ça me passionne. C'est un mot qu'on entend tout le temps. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. Et concrètement, ça veut dire quoi participer à un rapport du GIEC? Qu'est-ce qu'on y trouve? Et est-ce que vous avez la sensation qu'au-delà du mot qui circule beaucoup, vous l'avez cité, vous, est-ce que les gens le lisent? Est-ce qu'on comprend ce qui est écrit dedans? Enfin, pas de tout ça. C'est un énorme sujet. Le dernier rapport, le 6e, celui auquel je n'ai pas participé, il fait ces 3 volumes, en fait, depuis le départ. Hein, tous les rapports, c'est 3 volumes, chacun, le dernier rapport, c'est 3 volumes, chacun de 1000 pages, et puis qui est complété chaque fois par un résumé pour décideurs, qui est le résultat d'une rencontre entre les scientifiques et des décideurs politiques, les ambassadeurs qui se réunissent dans un conclave, un petit peu comme ceci, et ligne à ligne, mot à mot, écrivent ce résumé d'une 30aine de pages pour les décideurs. Et évidemment, comme le GIEC des décisions se font à l'unanimité, l'Arabie Saoudite a le même pouvoir que la France ou les États-Unis pour exercer un droit de veto sur une phrase qui ne leur plaît pas. Et dans le dernier document qui est sorti au mois de mars, l'Arabie Saoudite a imposé, je ne sais plus quelque chose pour permettre, donner une coloration plus positive à la technologie, on n'en a pas parlé, de capture et séquestration, puisque c'est une solution si on pourrait continuer à pouvoir utiliser le gaz naturel et le pétrole saoudien, si on était capable de capturer à faible coût le CO2 que leur combustion engendre dans l'atmosphère. Donc vous voyez, en fait, le dernier rapport, c'est 8 années de travail, avec tous les 6 mois, une réunion qui se fait au Pérou, en Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs qui émet beaucoup de CO2, il n'y a pas moyen d'y aller autrement qu'en avion là-bas, et avec aussi des interstices entre ces réunions semestrielles où vous devez répondre à une myriade de contradicteurs qui en particulier disent « mais attendez, vous n'avez pas cité mon papier publié dans une revue inconnue, et vous êtes obligé en tant que membre du GIEC de répondre à tous des commentaires. Et donc perdez un temps infini. Et puis vous êtes aussi, vous n'êtes pas scientifique, vous ne comprendrez peut-être pas la profondeur de ce que je veux dire, mais vous êtes obligé d'écrire un chapitre. Chaque volume est composé d'une 20aine de chapitres. Et donc on vous un petit peu aléatoirement, on vous alloue 14 autres co-auteurs pour écrire un chapitre. Et franchement, je suis rarement d'accord avec ce que les 14 autres co-auteurs voudraient écrire dans le chapitre. Et à nouveau, on doit faire des consensus. Donc si vous voulez, les scientifiques qui préfèrent, moi personnellement, et c'est pour ça que j'ai refusé de participer au 6e rapport, je préfère la création de consensus scientifique à partir de la contradiction. C'est-à-dire au lieu d'essayer d'écrire un document ensemble où chacun va finalement se faire un petit précaré de sa section où il va éviter d'être fait embêter par les autres. J'ai écrit un bouquin, j'ai écrit des bouquins, je les vends, mais d'autres scientifiques les lisent et disent « Ah mais non, ça n'est pas correct » et il va écrire un autre livre, un autre article qui va contredire ce que je dis. Et ça, c'est depuis l'époque le temps des Lumières, le siècle des Lumières, c'est la façon dont la science progresse. Je pense...
le GIEC est utile. Le GIEC est utile parce qu'il donne une information concentrée. 3000 pages, tout le monde ne lit pas. Mais il donne un résumé des connaissances scientifiques, un petit peu biaisé à gauche, à droite. Mais enfin, globalement, les biais vont dans les deux sens. Et donc, la moyenne reste à peu près axée dans la bonne direction. Mais voilà, donc c'est assez frustrant. C'est assez frustrant comme boulot. J'ai fait ça pendant 15 ans et je laisse ça à la génération de mes jeunes collègues à TSE. Gardez le micro peut-être. Vous êtes conseiller pour des gouvernements. Ouais. Ça vous arrive. Ouais. Alors, d'un point de vue climatique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on vous pose Donc, des questions précises? Donc, par exemple, en France, donc là, actuellement, je suis avec mes collègues aux États-Unis. Les États-Unis, un exemple très concret et qui a un impact considérable sur les décisions politiques et économiques du gouvernement américain, c'est quel taux d'actualisation ils utilisent pour évaluer les politiques publiques. Et aux États-Unis, depuis 25 ans, ils utilisent un taux de 7%. 7%, c'est énorme en France. Moi, j'ai contribué à un autre rapport en 2011 que le gouvernement français a accepté et donc se retrouve aujourd'hui dans les tablettes des méthodes utilisées en France pour évaluer les politiques publiques. On utilise 2%. 2% comme taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, je vous rappelle, c'est la façon, et c'est lié à la problématique de la soutenabilité et des principes des précautions, c'est la façon dont on pénalise les bénéfices d'une politique future, les impacts des politiques futures, parce qu'ils se matérialisent dans un temps plus ou moins long. Alors, quand vous utilisez 7% comme taux d'actualisation, tout ce qui se passe au-delà de 20 ans, ça n'a plus aucune importance. C'est très court, ça implique des politiques très court-termistes. Et donc, quand vous baissez le taux d'actualisation, vous incitez les gouvernements à prendre en compte le plus long terme. Et voilà une façon active de transformer une problématique, des problématiques philosophiques ou normatives ou éthiques en un processus opérationnel de prise de décision. Et dans vos entreprises, quand vous déterminez l'investissement, vous allez calculer des valeurs actualisées pour déterminer si le coût immédiat est plus que compensé par le flux de bénéfices futurs. Donc vous faites ça tous les jours, et les gouvernements font ça aussi. Donc baisser une taux d'actualisation, c'est long-termiser, rendre la prise en compte des conséquences de soutenabilité des investissements à court terme. Donc ça, je fais aux États-Unis. Donc il y a un processus en cours. Aux États-Unis, ils viennent de sortir, et notamment grâce à mes interventions publiques et les publications d'articles avec des grands auteurs là-bas, sur il faut absolument 7%, c'est débile, c'est absolument pas soutenable, il faut absolument réduire ce taux d'actualisation. Autre exemple, en France, nous avons ce qu'on appelle une valeur carbone, c'est-à-dire que quand en France on réfléchit aux questions de à quelle vitesse il faut décarboner et où faut-il décarboner en priorité l'économie française et où les investissements publics doivent se faire dans la R&D de l'hydrogène, de la fusion nucléaire, etc. etc. Comment on intègre la dimension climatique dans le sujet? Et on le fait donc en général, on l'a expliqué tout au début, la décarbonation est coûteuse, elle va coûter beaucoup d'argent. Mais en face de cette... Alors, attention, elle va coûter beaucoup d'argent, mais elle va coûter beaucoup moins d'argent que si on ne fait rien, parce que les générations futures porteront des conséquences climatiques considérables et le coût de ces dommages sera largement supérieur, même actualisé à un taux de 2%, ce que je recommande, que les coûts de la transition à court terme. Donc cette valeur carbone aujourd'hui, elle permet de mettre dans la balance, d'un côté, le coût par tonne de CO2 évité, de obliger l'aviation à utiliser des e-fuels plutôt que du kérosène, et de l'autre côté de la balance, on va mettre une valeur sur le carbone, et cet e-fuel remplaçant le kérosène permet de ne pas émettre du CO2, et en mettant une valeur sur ce CO2, on permet de savoir de quel côté la balance penche, en mettant à la fois les coûts sociétaux pour la génération présente et les bénéfices sociétaux pour les générations futures, qui sont, si cette valeur carbone est la valeur présente de ces dommages évités à l'avenir, ça permet de faire la bonne analyse de qu'est-ce qui est sage, pour reprendre la question tout à l'heure, qu'est-ce qui est précautionneux si on prend... Alors évidemment, le sujet, on revient sur la complexité et sur l'incertitude, c'est que ces dommages futurs, ils sont incertains. Même si nous sommes tous d'accord aujourd'hui qu'émettre du CO2 engendre un changement climatique, même les climatologues, ils ne savent pas dire aujourd'hui de quelle va être l'intensité de ce changement climatique. En doublant la concentration de CO2, de combien on va augmenter la température moyenne de la Terre. Les climatologues appellent ça le paramètre de sensibilité climatique. Aujourd'hui, dans le dernier rapport du GIEC, ils disent qu'il est compris entre 1 et 5 degrés. Alors, c'est peut-être 1,5 et 4,5. Mais vous voyez, c'est encore il y a encore une marge d'incertitude considérable.
Comment intégrer cette incertitude dans la décision de faire des efforts plus ou moins intenses aujourd'hui? Faut-il obliger les gens à ne plus manger de viande? Faut-il obliger les gens à ne plus prendre l'avion, à utiliser les transports en commun? Mais ça dépend de quel niveau du taux de valeur carbone on utilise, et cette valeur carbone et de valeur présente de dommages évités dont la valeur est incertaine. Donc, comment intégrer dans les calculs cette incertitude sur les conséquences de nos augmentations d'émissions de CO2? C'est un vaste sujet. Moi, c'est vraiment mon boulot, c'est mon travail de chercheur depuis 25 ans, d'intégrer cette dimension d'incertitude, parfois extrêmement radicale, hein, parce qu'il n'y a pas que l'incertitude sur l'intensité du dommage, il y a aussi l'incertitude sur dans quel monde vivront les générations futures, quel sera le niveau de prospérité de ces générations futures, parce que finalement, hein, beaucoup de gens vous disent, mais finalement, à un taux de croissance de l'économie de 2% par an, hein, on a multiplié par 50 la création de richesses par rapport à il y a 2 siècles. Et bien, finalement, si on reste à ce niveau de taux de croissance, eh bien, dans 2 siècles, les générations futures consommeront 50 fois plus de biens et services que nous. Ben, ils seront bien capables de se débrouiller avec ce changement climatique pour construire des igloos ou de l'air conditionné avec des énergies. Et donc, voilà, ce type évidemment qu'il faut intégrer l'incertitude sur la prospérité future dans la décision de quel est notre niveau de quel sacrifice faut-il faire aujourd'hui pour des générations futures qui peut-être seront beaucoup plus riches que nous, mais qui peut-être aussi vont se retrouver dans les cavernes parce que l'avenir, on ne va pas réussir à lever les niveaux technologiques. En fait, et les climatologues ont sous-estimé l'intensité du changement climatique, etc., qui fait que, en fait, nous sommes la dernière peut-être, mais le pire n'est jamais certain, nous sommes peut-être la dernière génération prospère sur cette planète. À ce moment-là, évidemment que notre responsabilité envers les générations futures est considérable. Mais par contre, il y a des gens qui sont climato-optimistes ou techno-optimistes, excusez-moi, qui pensent que non, tout ça, c'est un problème marginal parce qu'on va continuer sur notre trajectoire depuis 2 siècles à croître à 2% par an. Rappelons-nous quand même que sur les 7 derniers millénaires, le taux moyen de croissance de l'économie a été de 0,1%. Hein, les historiens de l'économie pensent que le fermier, le paysan français à la veille de la Révolution française ne consommait pas plus de biens et services que le paysan il y a 2 siècles, 2 millénaires avant Jésus-Christ, à l'époque de Nabucodonosor. Hein, donc 0 taux de croissance sur plusieurs millénaires. Et puis ce n'est que cet extraordinaire phénomène de croissance économique des 2 derniers siècles. Est-il un événement, un épisode unique dans l'histoire de l'humanité qui va se terminer? Hein, il y a des économistes qui pensent qu'on est dans une séquence aujourd'hui de secular stagnation, d'une stagnation économique qui va durer pour tout le siècle. Pourquoi? Parce que certains économistes pensent que, en fait, cette croissance des 2 derniers siècles, elle provient des innovations techniques et scientifiques, et qu'en fait, aujourd'hui, on est à la fin de l'histoire, on a tout découvert, et donc ce moteur de croissance, il est en train de s'essouffler petit à petit. D'ailleurs, on voit, il y a un célèbre livre de mon collègue de Chicago, Robert Gordon, qui montre que finalement, les derniers progrès technologiques, l'Internet et tout ça, les progrès de la productivité du travail sont de plus en plus faibles à chaque nouvelle innovation technologique. Hein. Aujourd'hui, comparer 2 innovations technologiques, celle de la sanitation, l'avoir l'eau courante à la maison, et puis celle d'avoir Internet. Si vous deviez choisir entre sacrifier l'Internet ou l'eau courante à la maison, qu'est-ce que vous préféreriez? Vous voulez qu'on fasse un sondage? Avant d'ouvrir les questions à la salle, est-ce que vous deux voulez réagir à ce qui va être dit ou... Moi, juste rappeler qu'effectivement, le temps long, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre. Je crois que ça passera... je parlais tout à l'heure du côté devenir citoyen du monde. On ne va pas parler de la démographie, on ne va pas parler de cet équilibre avec toutes les injustices climatiques, mais bien sûr. Mais ça, c'est fondamental. Si on passe par ça, déjà, voilà, on aura acquis un peu du sens de la civilisation encore plus. Et puis, deuxièmement, c'est ce temps long. Effectivement, on n'a pas arrêté de le dire. Mais moi, en météorologie, c'est un temps qu'il faut réintroduire, qu'il faut remettre, alors qu'on est dans l'immédiateté. C'est fondamental de repenser à la fois ces 2 notions si on veut avoir une petite chance de progresser un peu intelligemment. C'est juste, à partir de ce qu'a dit Christian, pour attirer l'attention, si vous voulez, sur la fragilité du positionnement humain. Par exemple, les 7% de taux d'actualisation des autorités américaines, c'est complètement fou, quoi.
C'est totalement dingue. Et donc, on va caler toutes les politiques publiques là-dessus, alors que c'est une espèce de pari totalement gratuit. Ça, c'est intéressant, si vous voulez, sur la fragilité de l'esprit humain. Et juste pour revenir sur effectivement la question de la sensibilité du système climatique à nos émissions, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, il y avait un très bon article de Robert Vautard. Robert Vautard, c'est l'actuel patron de l'IPSL, donc le grand centre de Pierre-Simon Laplace de climatologie en France, du côté du plateau de Saclay. Et lui est spécialiste, si vous voulez, des événements extrêmes. C'est lui, justement, un des 3 rédacteurs principaux du chapitre 12, donc du rapport du groupe 1 du GIEC. Et il disait qu'effectivement, bien, ce qui arrive nous surprend. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que les événements extrêmes, aussi rapidement, montent à ce niveau. Vous vous en souvenez quand vous avez 4 de vos collègues, là, dont Margot Bador, je crois la première auteure, qui avait publié un papier en 2017 en disant avec un scénario RCP 8.5, c'est-à-dire plus 8.5 watts par mètre carré, on aurait dans l'est de la France des températures à 50 à 51 degrés. Tout le monde, tous les gens se sont foutus de ce papier. Et puis en fait, 2 ans après, on a eu 46 degrés dans un petit village de l'Hérault, ça a peut-être duré 2 heures dans la journée. Et puis désormais, en fait, on a des pointes qui avoisinent et qui même parfois dépassent les 50 degrés. Vous pouvez commencer par Verkhoyansk, là c'est au nord-est de la Sibérie, où il y a eu 48,7. Et puis vous allez à Lytton avec les 49,6. Puis vous passez par Chivaz, c'est carrément 54 degrés, point je ne sais plus, c'est juste en dessous du record absolu de la vallée de la mort. Vous avez eu 51 degrés en mai à Jacobabad, etc. En Australie et beaucoup d'endroits du monde, si vous voulez. Maintenant, les températures à 50 deviennent récurrentes. Et si vous voyez les autres événements extrêmes, mais vous auriez lu la littérature, moi je l'ai vraiment suivi, si vous voulez, pendant 30 ans, mais jamais ces choses-là ne seraient parues possible. Et donc voilà, il y a une interrogation aussi là-dessus, mais c'est pas forcément que nos modèles sont faux, mais nos modèles, c'est des fourchettes. Et donc on est vraiment du côté haut de la fourchette. Et ça, c'est quand même relativement inquiétant. Et bien, comme dit Sartre, on va continuer. Je vais ouvrir les questions à la salle. Alors, au niveau des micros, toujours pareil. Alors, qui a des questions? Monsieur le Président qui passe le micro, c'est chic. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Éric Gaucher, je suis acousticien, mais ça n'a rien à voir avec la question. Je trouve que quand naviguer dans l'incertitude, on a quand même besoin et intérêt d'avoir des thermomètres pour savoir un peu où on va. Et on demande à des institutions célèbres de faire des bilans carbone. Par exemple, Sinov va se lancer dans un bilan carbone, si j'ai bien compris. Et on parle très très peu des bilans carbone individuels. Or aujourd'hui, il y a des outils très faciles sur Internet pour faire son propre bilan carbone. Et moi, je suis très choqué. Au 31 décembre dernier, j'étais avec des amis qui étaient tous déjà très cultivés de mon âge, voilà, très informés, ultra informés, et personne n'avait fait son bilan carbone. Et personne ne savait sur quels paramètres il aurait pu faire sa petite contribution individuelle. Alors, est-ce que c'est l'éternel débat, l'effort individuel, l'effort collectif? Et pourquoi on ne parle pas plus du bilan carbone individuel? Je peux peut-être répondre. Oui, je laisse répondre, mais j'indique où ira le micro après. D'accord. Je suis bon pour ça. J'ai délégué, vous avez vu, j'ai délégué. Ok. Alors, les économistes sont évidemment super favorables à l'idée de faire des bilans carbone. Ils vont plus loin. Ils disent non seulement il faut faire des bilans carbone, mais il faut appliquer le principe pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'il faut que les gens payent pour le CO2 qu'ils émettent, pour les inciter à internaliser les conséquences de leur comportement sur l'avenir de l'humanité. D'accord ? Et donc, en mettant un prix sur le carbone égal au dommage qui est engendré, la valeur présente du flux de dommages qui va être engendré par le fait que vous mettez du CO2 aujourd'hui, ben vous faites comme si la personne qui est le coupable de cette émission de CO2 soit aussi la victime de cette émission, puisqu'il va payer pour le dommage qu'il va engendrer. Et donc vous voyez que quand vous faites ça, vous avez un système qui, si on l'universalise, si tout le monde, et évidemment c'est un problème parce qu'on n'y arrive pas politiquement, ni même au niveau d'une nation, ni au niveau de
la planète. Cette solution-là, elle permettrait de résoudre une défaillance majeure de notre système de marché qui est aujourd'hui, alors on a en France un prix du carbone à 44,6 € la tonne de CO2 pour l'essence à la pompe et le fioul domestique et le gaz naturel pour le chauffage, et 100 € aujourd'hui, qui est la valeur du prix du permis, prix d'équilibre sur le marché de permis d'émission au niveau européen. Et d'ailleurs, petite parenthèse, l'Europe vient de décider mardi, le Parlement européen a validé l'élargissement de ce marché de permis à la mobilité résidentielle. Mais donc, voyez, le problème, c'est que s'arrêter au bilan carbone et pose la question, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que ça est suffisant pour, quand les gens vont réaliser qu'ils émettent 6 tonnes de CO2 par an, est-ce qu'ils vont dire, l'année prochaine, je vais faire un effort pour descendre à 5 ? Est-ce qu'on peut compter sur la nature humaine pour intégrer cette dimension de responsabilité envers les générations futures. Les économistes, avec les psychologues, quand on regarde, quand on essaye de comprendre les comportements humains, on voit que l'intérêt des autres passe après leur intérêt personnel. Donc, c'est pas complètement clair que ça va être fait, quoi. Et puis, c'est compliqué. Je prends l'exemple de la sidérurgie. Avec les hauts fourneaux, quand vous produisez 1 tonne d'acier, vous émettez 2 tonnes de CO2. Mais et effectivement, aujourd'hui, en théorie, il y a des technologies qui permettent de décarboner l'acier. Utiliser de l'hydrogène issu de l'électrolyse venant de l'électricité verte, et puis vous rajoutez de l'électricité pour chauffer le minerai, et ça vous permet de réduire et d'obtenir une tonne d'acier décarboné. Le problème, c'est que cette technologie, on ne sait pas très bien quel est le coût, mais j'ai beaucoup essayé d'obtenir des données de mes collègues ingénieurs. On est plutôt, aujourd'hui, produire 1 tonne d'acier avec 2 hauts fourneaux en Europe, ça coûte 650 € la tonne d'acier. La solution alternative décarbonée que je viens de vous décrire rapidement, ça coûte 1200 € la tonne d'acier. Et donc, vous voyez que vous demandez à ArcelorMittal de dire gentiment, s'il vous plaît, décarbonez votre processus de production. Monsieur Mittal, il va peut-être vous envoyer paître parce qu'il dit, mais attendez, si je fais ça, moi je perds mes parts de marché, je fais faillite, parce que quelle entreprise est capable d'accepter de doubler ses coûts de production pour être responsable? Donc, être responsable mais mort, c'est pas très utile. Tout ça pour dire que c'est pas l'individu, il peut faire il y a effectivement des comportements prosociaux sur lesquels on peut compter, parce que avoir l'estime des autres et avoir l'estime de soi, ça apporte un supplément de bonheur. Mais est-ce qu'on peut compter sur cela au niveau de l'individu et sur des problématiques de compétitivité au niveau des entreprises pour qu'effectivement les choses se passent naturellement? La réponse est non. La réponse est non. Il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. C'est eux qui doivent déterminer les règles qui gouvernent notre vivre ensemble. Et une tarification du carbone est une solution. Il y en a d'autres. On peut aussi imposer, on parlait de démocratie tout à l'heure, on peut utiliser un gouvernement pour imposer du sang, des larmes, des sueurs de gens qui n'en veulent pas, parce qu'on va imposer des normes, des interdits, des prohibitions. On va interdire, c'est très bien, les chaufferettes sur les terrasses des cafés, où on va interdire les vols domestiques quand il y a une alternative à moins de 3h30, excusez-moi. Voilà, ce genre de choses. Laisser gratuit la possibilité de polluer, ce n'est pas possible. Je veux juste vous donner un exemple. Je suis désolé, je parle trop, et vous m'arrêtez. Mais tout le monde applaudit aujourd'hui à l'idée que nous allons interdire la vente de voitures neuves thermiques en 2035. Est-ce qu'on peut se mettre en prospective à ce qui va se passer en 2034 si, et c'est ainsi, je suis d'accord, dans un scénario où les voitures électriques restent très chères, et Dominique a été très clair sur le fait que pour extraire le cuivre, il faudra aller chercher profond, parce qu'il n'y en a peut-être pas assez d'ailleurs. Donc la voiture électrique va rester peut-être aussi chère qu'elle l'est aujourd'hui. Et en plus, si on devient sérieux sur la lutte contre le changement climatique, l'Arabie Saoudite et la Russie vont dire, mais je vais écouler mon pétrole suffisamment vite, parce que
je vais bientôt plus pouvoir le vendre. Et donc, cette anticipation d'une montée en puissance de la responsabilité de l'Occident et des pays consommateurs d'énergie fossile va inciter les producteurs d'énergie fossile à écouler leur stock avant qu'il soit trop tard. Et donc, ça va réduire le prix du baril de pétrole dans les décennies à venir, conditionnant à cette hypothèse de devenir sérieux, qui est une hypothèse aussi, le site est important. Et donc, on va être en 2034 dans une situation où les voitures électriques vont continuer à être 2 fois plus chères que la voiture thermique, un moment où, en l'absence de tarification du carbone, le prix de l'essence à la pompe sera 1 euro. Et donc, l'acceptabilité sociale sera encore pire que la taxe carbone. Et pour terminer, la taxe carbone a un énorme avantage, c'est qu'elle engendre un revenu fiscal qu'on peut utiliser pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes face à la perte de pouvoir d'achat liée à cette taxe. Cher Frédéric, il y a une question au 3e rang derrière vous. J'ai le micro. Alors, la commission développement durable du CINOV est en train de construire un référentiel et puis des outils pour que nos bureaux d'études, nos entreprises puissent s'engager plus facilement dans une démarche de responsabilité sociétale. Et ma question, c'est surtout pour Christian et Dominique. Est-ce que vous pensez que, du coup, cet engagement dans la RSE va pouvoir répondre, du coup, à justement le fait de pouvoir être plus agile dans ce milieu, cet environnement complexe? Dominique Beau d'abord. Non, on alterne. Non, alors, oui, moi, ça me semble très, très important. Mais il faut en passer par là. En plus, une entreprise qui ne veut pas en passer par là le jour, et à mon avis, ça finira par arriver, où les contraintes externes rendront courageux les femmes et les hommes politiques, eh bien, d'avoir préparé le terrain d'une façon volontaire, ça aura été décisif. Et donc, je pense que c'est très, très important de rentrer dans cette démarche. En plus, les uns les autres, on ne va pas réinventer la poudre. Là, on a affaire à quelque chose qui s'est construit au long cours, avec des recours d'expérience, etc. Bon, et on en discutait hier, effectivement, quand on a affaire à la FNOR, etc., on a des audits, ce qui n'est pas le cas dans des démarches qui sont purement et simplement volontaires. Moi, je me souviens, désolé Christian, mais il y a quelques années, on m'avait demandé de participer à un conseil scientifique pour un fonds d'investissement, et puis je découvrais, j'étais probablement très naïf, mais je découvrais que tout reposait sur les déclarations volontaires. Moi, je suis un vieil héritier de Saint-Augustin, et donc, si vous voulez, la spontanéité bonne du cœur humain, j'ai quand même quelques doutes. Et donc, effectivement, à l'époque, j'avais vu qu'une des entreprises les plus exemplaires en termes de durabilité avec ce genre de questionnaire, c'était Porsche. Donc effectivement, ça m'a pas incité à aller dans ce sens-là. Et donc non, il faut vraiment qu'il y ait des audits, il faut vraiment que ce soit contrôlé. Donc en fait, si vous voulez, il faut toujours un mélange à la fois et de vertu, d'intelligence, d'anticipation et de contrainte et de contrôle. Et là, on est dans ce type de démarche, et donc moi, ça me semble très bien. Alors, 4 minutes, questions-réponses comprises. Dernière question. Oui, bonjour, Jean-Lionel Amblard. Je vous entends et je vous écoute depuis tout à l'heure, bien entendu, et la thématique d'aujourd'hui, c'est l'incertitude, agir face à l'incertitude. Et face à cette incertitude, je sens beaucoup de pessimisme et de catastrophisme, et peu d'optimisme. Et finalement, l'incertitude, c'est, on nous expliquait tout à l'heure que face à un choix, c'est quand il y a 3 solutions, sinon c'est un dilemme. Est-ce qu'on est dans cette incertitude? Est-ce qu'il y a quand même de l'optimisme à avoir? Moi, je suis plutôt dans ce sens optimiste, en me disant que l'homme s'est toujours adapté, qu'on a toujours trouvé des solutions. Et j'ai presque un peu besoin et envie d'entendre un peu d'optimisme face à cette incertitude. Le siècle écoulé est le triomphe des optimistes. Quand vous regardez le rendement des portefeuilles, la personne qui a investi parce qu'il était pessimiste dans des actifs les moins risqués, des obligations d'État, et vous comparez ça à un optimiste qui s'est dit mais non, on est à la veille de la prospérité et on veut investir dans des actions parce que les profits seront élevés. Sur le XXe siècle, on a vécu le triomphe des optimistes. Les capitales accumulées sur un siècle, depuis, disons, 1er janvier 1900, entre quelqu'un qui a investi uniquement en obligations et quelqu'un qui
qui a investi dans un portefeuille d'actions diversifiées, le monde occidental, il a un capital accumulé pour la même somme au 1er janvier 1900, à un capital 100 fois plus élevé en ayant investi en actions qu'en obligations. Donc c'est le triomphe des optimistes. Et d'ailleurs, les économistes ont de la difficulté à expliquer comment ça se fait qu'on a à ce point offert une prime au risque, à la prise de risque pendant le XXe siècle sur les marchés financiers. Et en fait, et ça rebondit sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on peut l'expliquer soit par un degré d'aversion au risque phénoménal, qui est vraiment impossible, soit par la prise en compte que dans la tête des gens, il y a peut-être une bonne chance que la prospérité continue, mais il y a aussi une catastrophe qui pourrait se produire demain et qui va perdurer pendant des décennies. Donc il y a cette plausibilité de la catastrophe. Et cette plausibilité de la catastrophe a justifié peut-être pendant le XXe siècle qu'on offre une prime de risque aussi importante pour les optimistes, parce que même les optimistes ont reconnu qu'il y avait une part de risque et que la prospérité n'était pas certaine. D'accord ? Donc vous voyez que finalement l'observation des comportements à travers en particulier leur agrégation dans les prix d'équilibre sur le marché financier, on peut le comprendre à travers finalement des comportements de prise de risque raisonnée, et je pense que c'est une chose à retenir. Je pense qu'aujourd'hui, un point important, c'est que la vraie risque que vous prenez en tant que chef d'entreprise, c'est pas la petite volatilité de votre dividende, de votre profitabilité d'une année sur l'autre, c'est le risque. Vous avez un business as usual, le scénario standard, et puis il y a la possibilité que l'effondrement. Et ça, c'est une chose importante à avoir en tête dans votre processus de décision, la plausibilité de l'effondrement. Alors, ils sont encore là. Non, on n'a pas le temps. Mais vous les croiserez à la pause déjeuner, vous pouvez poser des questions. Alors déjà, je voudrais qu'on les remercie et qu'on les applaudisse. Non, on veut terminer à 12h30.